sommaire de cette édition, l'opposition sud-africaine appelle l'ancien président Jacob Zuma à rembourser plus de 15 millions de rand de frais de justice. En visite à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, à environ 100 km de Dapchi, le président nigérien Muhammadu Buhari a affirmé que la libération des jeunes filles de Dapchi ne fait aucun doute. Et puis au Mali, au moins 25 personnes ont péri dans des violences entre les communautés Peul et Dogon au cours de la semaine écoulée. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Au Zimbabwe, les hôpitaux publics sont pénalisés par une grève des médecins. Un mouvement qui dure depuis 2 semaines avec un arrêt de travail des jeunes diplômés. Ces derniers réclament de meilleurs salaires et déplorent les pénuries de médicaments dans leurs établissements. Cette grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président Emmerson Mnangagwa qui a pris les rênes du pays au mois de novembre dernier. Les services d'urgence des principaux hôpitaux publics du Zimbabwe ont refusé mercredi d'accueillir la plupart des patients à cause d'une grève des médecins qui exige une amélioration de leurs conditions de travail. L'Association des médecins des hôpitaux du Zimbabwe, le syndicat des médecins qui mène ce mouvement, réclament de meilleurs salaires et déplorent les pénuries de médicaments dans leurs centres de santé. Elles menacent de ne pas reprendre le travail tant que tous les problèmes soulevés ne seront pas réglés. Presque tous les hôpitaux centraux, des services pour enfants, des hôpitaux provinciaux et des services d'urgence ont été paralysés à travers tout le pays en raison de la grève. Le mouvement de débrayage a débuté il y a 2 semaines par un arrêt de travail des jeunes pratiquants de la profession. Ils ont été rejoints mercredi par leurs aînés qui défendent les mêmes causes. Cette grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa qui a pris les rênes du pays au mois de novembre dernier. Au Tchad, le gouvernement a décidé de ne plus couper les salaires des fonctionnaires. Il s'engage à rémunérer normalement plus de 31 000 agents de la fonction publique dans les secteurs de l'éducation et de la santé dont les salaires ont été ponctionnés le mois dernier en raison de leur grève. Cette décision du gouvernement a été entérinée par un accord signé avec les syndicats et ce, à l'issue d'une journée de discussion à la présidence. Par ailleurs, les grévistes se réunissent ce jeudi en Assemblée générale pour décider de la suite à donner à la grève générale illimitée qui paralyse le Tchad depuis le 29 janvier dernier. Le lancement du mouvement de Moïse Katumbi en Afrique du Sud continue de faire réagir en République démocratique du Congo. Le parti d'opposition historique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a annoncé qu'il ne soutiendra pas la candidature de Katumbi à la présidentielle congolaise. Reportage. L'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a lancé son mouvement Ensemble pour le changement le 12 mars en Afrique du Sud. Pour le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et président par intérim Jean-Marc Kaboun, le parti d'opposition historique congolais aura son propre candidat à la présidentielle. L'UDPS dit n'avoir rien contre l'idée d'un candidat unique pour l'opposition, mais pour Jean-Marc Kaboun, il devra forcément être issu de ses rangs. Nous ne craignons pas, affirme le président par intérim du parti. Mais cela étant, nous ne refusons pas aussi l'idée d'une concertation pour une candidature unique. Pour nous, à l'UDPS, nous estimons, avec tout ce que nous drainons comme popularité, étant un parti politique ancré même dans le peuple, de pouvoir présenter ce candidat unique de l'opposition. Donc, nous ne craignons rien. Nous pensons encore qu'il y a du temps, que ceux qui présentent leurs ambitions aujourd'hui, ils le feront. C'est une tactique politique, poursuit-il. Quand quelqu'un annonce sa candidature, il peut y renoncer aussi demain. Donc, c'est une tactique politique. Nous n'interdisons rien à personne. Mais quant à l'UDPS, nous sommes droits dans nos bottes. Nous pensons que devant un processus électoral transparent, nous ne pouvons pas trembler. L'UDPS annonce par ailleurs tenir son congrès les 30 et 31 mars prochains pour désigner, entre autres, le nouveau président du parti et le candidat de l'UDPS à la présidentielle.
En Afrique du Sud, l'opposition a appelé l'ancien président Jacob Zuma à rembourser plus de 15 millions de rand de frais de justice. Suivant Moumsi Meman, le chef de l'Alliance démocratique et député, pour plus de précisions. Jacob Zuma cherchait une protection juridique à titre personnel, plutôt qu'en sa qualité de président de la République. Et par conséquent, ce qui a émergé ces derniers temps, c'est le fait qu'un accord secret a été conclu entre l'ancien président Jacob Zuma et l'ancien président Thabo Mbeki. Mesdames et messieurs, 15 millions de rand, ce n'est pas beaucoup d'argent. 15 millions de rand, c'est une somme d'argent énorme. C'est une somme d'argent qui devrait être utilisée pour faire avancer les libertés en Afrique du Sud. Pourquoi utiliser cette somme d'argent pour protéger un seul homme, qui d'ailleurs, comme je le décris, est un délinquant? Ce journal se poursuit. Procès de 30 djihadistes présumés devant un tribunal de Dakar au Sénégal. Le jugement a encore été renvoyé ce mercredi au 9 avril prochain à la demande du parquet. Les intéressés sont poursuivis pour actes de terrorisme et financement du terrorisme. Il s'agit d'un procès inédit au Sénégal, notamment à cause du nombre de prévenus dans une affaire de ce type. Parmi les présumés djihadistes, un célèbre imam, Alioune Ndao, originaire de Kaolack. Selon un de ses avocats, l'imam est poursuivi pour avoir été le maître coranique d'un prévenu ayant été au Niger, l'un des pays où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Ce prévenu est accusé d'avoir mis en relation certains de ses coprévenus avec des djihadistes étrangers. Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux en bande organisée, actes de terrorisme ou encore financement du terrorisme. Le président de la chambre criminelle spéciale du tribunal de grande instance de Dakar a déclaré que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le tribunal ordonne le renvoi au 9 avril. C'est la troisième fois que cette affaire est renvoyée après 2 premiers renvois le 27 décembre à l'ouverture du procès et le 14 mars. Il a été demandé par le parquet qui a voulu ajouter à la liste des 28 prévenus appelés mercredi à la barre 2 autres omis dans l'ordonnance de renvoi. La salle était remplie des parents et partisans des prévenus qui ont lancé Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand en arabe, à leur arrivée sous haute surveillance des gendarmes. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a visité l'état de Yobe, au nord-est du pays, où Boko Haram a enlevé 110 écolières dans la ville de Dapchi le 19 février dernier. Cet enlèvement intervient près de 4 ans après celui des filles de Chibok, qui avait provoqué un scandale mondial. Reportage. Muhammadu Buhari, le président nigérian, s'est rendu à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, à environ 100 km de Dapchi ce mercredi, où il a promis de ne jamais relâcher ses efforts pour libérer les quelques 200 élèves de Dapchi. Ces dernières avaient été enlevées le mois dernier par Boko Haram. Dans son discours à Damaturu, Muhammadu Buhari a reproché à ses opposants de profiter de cette tragédie pour gagner des points faciles. La réponse du gouvernement fédéral face à l'enlèvement malheureux des écolières est un écart évident par rapport à l'insensibilité de l'administration précédente qui a tourné le dos lorsque les filles de Chibok ont été enlevées en 2014 et maintenues en captivité pendant plus de 3 ans. Grâce à notre engagement, plus de 100 écolières ont été sauvées et réunies avec leurs familles. Ce nouvel incident a mis en lumière la situation sécuritaire déplorable dans le nord-est du Nigeria, même si l'armée et les autorités ne cessent de répéter que Boko Haram a été écrasé. On reste au Nigeria où des éleveurs sont soupçonnés d'être à l'origine de la mort de 25 villageois dans le centre du pays. Ceci constitue un nouvel épisode du conflit foncier, les opposant à des cultivateurs locaux.
Le massacre s'est produit lundi dans la zone de Bassa, dans l'état du Plateau, au Nigeria, quelques jours après la mort de 5 personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Des gens rentraient du village de Dundun vers le village de Zirechi quand ils ont été attaqués par des hommes armés qui seraient des éleveurs Peul, a déclaré Ondie Adie, commissaire de l'État. Je peux confirmer que 25 villageois ont été tués et 2 blessés. Des maisons ont aussi été brûlées par les agresseurs, a-t-il expliqué. La police n'a procédé à aucune arrestation, les assaillants ayant pu fuir avant son arrivée dans cette zone montagneuse. Le responsable policier a appelé au calme dans un conflit qui n'est pas nouveau et qui oppose des populations locales à des éleveurs Peul. Nous tentons de trouver une solution au problème, a-t-il ajouté. Le gouverneur du Plateau, Simon Lalong, a mis en cause des voyous qui profitent de conflits entre citoyens pour commettre des crimes et détruire des biens au nom d'une crise à caractère ethnique. Pour rappel, le Nigeria est pris depuis le début de l'année dans une nouvelle spirale d'affrontement du conflit ancien entre éleveurs nomades, le plus souvent des Peuls musulmans, et agriculteurs locaux, en majorité chrétiens, pour les droits de pâturage et les accès à la terre et à l'eau. L'État du Plateau se situe dans la région du centre séparant le sud majoritairement chrétien, du nord à prédominance musulmane. Au moins 25 personnes ont péri dans des violences entre les communautés Peul et Dogon, dans le centre du Mali au cours de la semaine écoulée. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un responsable de la principale association Peul de ce pays. Plus de précisions à travers cet élément. Les violences se multiplient depuis 2 années dans le centre du Mali entre Peul, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Au cours des 8 derniers jours, 25 Peuls ont été tués par des chasseurs Dogon qui ont des armes qu'on ne retrouve que dans le stock de l'armée régulière, a déclaré Abdoulaziz Diallo, président de l'association Tabital Poulakou, qui regroupe les communautés Peul du Mali. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités de Bamako, mais selon un élu du centre du Mali, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ces affrontements ont fait des dizaines de morts de part et d'autre. Les conflits sont vraiment meurtriers dans les cercles de Koro et de Bankas, dans le centre. Les Dozo, chasseurs traditionnels, ont des armes de guerre. C'est la chasse à l'homme contre les Peuls, a déclaré cette source, disant craindre un début de guerre intercommunautaire. Le gouvernement malien et le gouverneur de la région ont pourtant formellement démenti avoir fourni des armes aux groupes en conflit. Mais la situation est très complexe et elle peut prendre une tournure communautaire, a reconnu mardi le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré. Quand les forces de sécurité maliennes se rendent sur le terrain, les gens armés cachent leurs armes. Et quand les forces repartent, les gens ressortent leurs armes, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. En 2017, des violences similaires avaient fait au moins une 60aine de morts. Ces conflits, souvent liés à l'eau ou aux fonciers, sont attisés par l'apparition dans le centre du Mali en 2015 du groupe armé du prédicateur djihadiste Peul, Amadou Koufa, avec lequel les Peuls sont souvent soupçonnés de collusion. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.